Les réfugiés palestiniens. Au moment où je vous parle, dans des camps de réfugiés naissent des enfants qui sont étiquetés réfugiés parce que leur arrière-grand-père, en 1948, ont été réfugiés. Nous sommes donc à la 4e génération de réfugiés. Je vis personnellement avec beaucoup de difficultés le fait qu'on maintienne une population, des enfants, dans le sous-développement culturel, dans le sous-développement économique, dans la misère, sans qu'il y ait de véritable justification. Je pense que c'est un scandale qui, comme le dit d'ailleurs Boutros Ghali, est un scandale qui n'intéresse actuellement personne. Alors ce que j'ai fait, c'est essayer d'une part d'analyser les raisons et d'autre part de proposer une suggestion. Les raisons. Comment est né le problème des réfugiés et comment les 650 000 réfugiés de 1948 sont aujourd'hui 4 800 000. 4 800 000 réfugiés qui pointent à l'UNRWA, qui est l'organisme qui s'occupe d'eux. Alors, en 1948, il y a eu 1 300 000 réfugiés. Il y a eu 650 000 réfugiés palestiniens qui ont été... Alors, il y a 3 thèses que je vais vous énoncer succinctement. Il y a eu 650 000 réfugiés palestiniens et il y a eu 650 000 réfugiés juifs qui ont été chassés ou qui ont dû quitter les pays arabes dans lesquels ils vivaient et pour la plupart d'entre eux dans lesquels ils étaient implantés antérieurement à la conquête arabe, à la conquête de l'islam ou à la conquête arabe. Mais mon sujet, ce sont les réfugiés palestiniens. Je ne m'occupe que de cela actuellement. Ces 650 000 réfugiés ont été, à l'époque, normalement, légitimement aidés par un organisme qu'on a créé rapidement et qui s'appelle l'UNRWA. L'UNRWA avait comme fonction, dans le sigle UNRWA, il y a le W qui est Works, en anglais, c'est un acronyme anglais. Works, l'UNRWA avait pour but de provoquer des travaux importants pour aider la réinsertion des réfugiés et d'autre part de leur apporter une assistance humanitaire, médicale, sociale, etc., etc. De ces 650 000 réfugiés, les gens qui existent aujourd'hui comme réfugiés de cette époque, eh bien, il en reste, après toutes les évaluations, à peu près 50 000. Tous les chiffres que je vous cite et que je cite dans ce livre sortent des sites soit de l'ONU, soit de l'UNRWA, soit des sites palestiniens. Ce sont des chiffres, je dirais, sur lesquels il n'y a pas de controverse. Il en reste 50 000 à peu près, et ils sont 4,8 millions. Pourquoi? À cause d'une fiction juridique qui est une offense à l'intelligence, qui est que le caractère de réfugié est un caractère héréditaire. Je n'ai jamais, dans l'histoire humaine, vu d'autres exemples d'hérédité d'un statut juridique à la 4e génération. Donc aujourd'hui, vous avez 4 800 000 personnes qui ont une sorte de sécurité sociale. Ils sont dans le sous-développement, mais on leur donne quand même le petit minimum pour survivre, un petit minimum scolaire, mais on les maintient dans une situation d'humiliation, parce que c'est vraiment pas supportable.
en tout cas, personnellement, je ne le supporte pas. Et c'est ce que j'ai voulu dire et écrire. Alors, comment en sortir? Et comment expliquer? En 1948, pourquoi y a-t-il eu des réfugiés? Je vous ai promis de vous dire pourquoi ils sont. Il y a 3 thèses. Il y a la thèse israélienne, selon laquelle ils ont été incités à partir par l'establishment, et notamment par le grand mufti, à partir pour que les pays arabes puissent liquider l'État d'Israël dans l'œuf et revenir en conquérant. Ça, c'est la thèse israélienne. Et c'est partiellement vrai, puisqu'il est largement documenté que l'establishment arabe a incité la population qui était en Palestine à quitter le pays. Il y a la thèse palestinienne qui est « ils ont été chassés ». Et ils ont été chassés, qu'il y a eu... Bon, aujourd'hui, il y a un consensus entre les historiens, les plus variés d'ailleurs, pour dire, premièrement, il n'y a pas eu de plan d'expulsion de la population arabe, et il y a eu des gens qui sont partis, pour partie parce qu'ils ont été incités à le faire, et pour partie parce qu'ils ont été chassés. Il n'y a aucun doute sur le sujet. Il y a une partie qui a été chassée et une partie qui est partie sur l'incitation des dirigeants arabes. D'ailleurs, beaucoup vivaient à cheval avec le Liban, car la population qui était en Palestine à l'époque était une population dont les autochtones étaient relativement un petit pourcentage et dont l'essentiel était constitué par un apport d'immigrants qui sont venus vivre là, attirés par la prospérité naissante de ce qu'était le Yishuv, c'est-à-dire l'establishment qui colonisait les terres, et colonisation pas dans le sens péjoratif d'aujourd'hui, mais dans le sens noble qui consiste à retourner, à défricher des terres incultes pour les rendre cultivables. Lorsqu'on a créé l'UNRWA, les États arabes ont expressément demandé que figure dans le statut universel de la Convention de Genève de 1951 un article 11D qui dit que quand on bénéficie d'un autre statut, on ne peut pas bénéficier du statut universel. C'est-à-dire que les réfugiés palestiniens sont exclus du régime universel. En d'autres termes, il y a aujourd'hui dans le monde 2 régimes de réfugiés. Il y a 330 millions de réfugiés éparpillés dans le monde, des Indiens et Pakistanais. Il y a eu 330 millions de réfugiés et qui bénéficient de la protection du Haut Commissariat aux réfugiés, créé par l'ONU, dont les Palestiniens sont exclus sur la demande expresse des pays arabes qui ont dit « nous ne voulons pas que les Palestiniens soient intégrés là où ils sont pour garder la perspective du retour ». Ça, c'est une donnée de fait. Il se trouve que la conséquence de ce double statut est que, d'une part, les Palestiniens qui sont dans la définition internationale du réfugié et qui sont dans la définition palestinienne de l'UNRWA des réfugiés, ne peuvent pas, dans les pays arabes, c'était une décision unanime de l'ensemble des pays arabes, bénéficier de la nationalité, du droit de travailler, des droits élémentaires de la personne humaine. C'est vrai au Liban, c'est vrai en Syrie, c'est vrai partout. Ça, c'est la condition des réfugiés telle qu'elle existe. Quant au droit de retour,
le droit de retour, qui est cultivé de manière répétitive dans toutes les négociations internationales à la recherche d'une solution, eh bien, juridiquement, j'en ai fait l'analyse, j'ai recherché partout toutes les sources possibles et imaginables. Ce droit de retour n'a pas de fondement juridique. Je ne vais pas vous faire tout le développement, il est compliqué, mais je peux quand même vous donner quelques données élémentaires. Et deuxièmement, aujourd'hui, personne n'y croit. Je rencontre de temps en temps des autorités palestiniennes en privé. Personne ne croit que l'État d'Israël va accepter 4 800 000 réfugiés revenant vivre sur quelque chose qui n'existe plus, qui d'ailleurs n'a peut-être pas vraiment existé. Et par conséquent, je donne aussi l'exemple d'un haut fonctionnaire de l'UNRWA qui a dit cela et qui a été licencié. Ce droit de retour, personne n'y croit, et juridiquement, pourquoi ça n'existe pas? La revendication repose sur l'article 11 de la résolution 194 de l'ONU. Cette résolution 194 de l'ONU a été, à l'époque, rejetée par l'ensemble du monde arabe. Rejetée par l'ensemble du monde arabe. Cependant, bien qu'ils aient rejeté cette disposition, de même qu'ils avaient rejeté le plan de partage en 1947, bien qu'ils aient rejeté cette résolution, ils invoquent constamment l'article 11 comme fondement à la prétention au retour. Or, premièrement, ce texte ne parle pas de droit de retour. Le mot droit n'est même pas utilisé dans la formulation. Deuxièmement, chaque étudiant de première année sait qu'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies ne comporte pas de dispositions coercitives. Seul le Conseil de sécurité peut prendre des mesures, peut imposer des règles de droit, ce n'est pas le cas. Voilà, simplement ces deux arguments-là. Ensuite, on dit que le droit de retour implique la volonté de vivre en paix avec ses voisins. Enfin, bref, c'est une question constamment invoquée et qui n'a aucun fondement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il y a une chose qu'il faut faire. Et Boutros Boutros-Ghali, j'étais très heureux de voir ça, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été le secrétaire général de l'ONU. Il valide complètement la thèse que je développe dans ce livre. Et notamment, il dit clairement ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, que le régime des réfugiés palestiniens est discriminatoire. Alors pourquoi le maintient-on? On le maintient pour des raisons très simples. D'abord parce que les hauts fonctionnaires de l'UNRWA croissent et embellissent. C'est-à-dire que plus il y a de réfugiés, là on est à 4,8 millions, si ça continue, on sera bientôt à 6 millions, 8, pourquoi pas. Il y a de plus en plus de fonctionnaires. Il y a de plus en plus de fonctionnaires. Et alors que, écoutez bien ce chiffre, pour l'ensemble des réfugiés dans le monde, le Haut Commissariat aux réfugiés a 6 500 fonctionnaires. Il y a aujourd'hui 30 000 fonctionnaires qui s'occupent des Palestiniens. Chiffre sur le site de l'UNRWA. Bon, alors, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut évidemment faire, c'est sortir de l'ornière. Et sortir de l'ornière, ça signifie d'abord ne pas entretenir cette population dans le rêve qu'elle va revenir vers quelque chose qui d'une part, n'existe pas, qui n'a d'ailleurs jamais existé, et où on leur montre, parce qu'ils voient à la télévision les images de la prospérité économique d'Israël, on leur fait miroiter que c'est ce dont ils vont hériter, alors qu'ils n'ont pris aucune part dans cette croissance et dans ce développement. Il faut donc inviter les Palestiniens à se prendre en main et à faire peut-être
ce que les réfugiés juifs des pays arabes ont fait, c'est-à-dire dans les pays où ils sont arrivés, ils se sont insérés, ils se sont mis au service de l'économie du pays dans lequel ils étaient, ils n'ont eu aucun organisme comme l'UNRWA pour mendier de l'argent et se faire assister, ils ont retroussé les manches et ils ont réussi leur réinsertion. C'est donc une idée qu'il faut avancer. Il ne faut pas, du jour au lendemain, supprimer l'UNRWA. C'est impossible, parce que cette population, on ne peut pas du jour au lendemain la livrer à elle-même, mais les fonds abyssaux qu'on investit dans l'UNRWA, l'UNRWA c'est un gouffre. C'est un gouffre en centaines de milliards d'euros depuis des années. Et comment, sans aucun contrôle, il n'y a aucun audit public de l'utilisation de l'argent, et cet argent sert à alimenter des fonctionnaires qui bénéficient du statut de fonctionnaires internationaux et qui n'ont aucun intérêt à ce que la chose cesse. Également, l'ensemble des pays arabes qui ne veulent pas intégrer ces réfugiés trouvent un très bon prétexte pour alimenter, il faut bien le dire, la haine. Eh bien, l'une des choses qu'il faut faire, c'est extirper la haine et utiliser les fonds dont les organisations internationales disposent pour aider les Palestiniens, pour créer des vrais projets de développement, auxquels, je voudrais le dire, auxquels, notamment à la conférence de Taba, les Israéliens ont toujours dit qu'ils participeraient. Une idée, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je fais un petit flashback. Quand je disais que personne parmi les Palestiniens ne croit au retour de 4 800 000 réfugiés, j'ai oublié de vous citer Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Ça a été révélé par Wikileaks et pas contesté. Mahmoud Abbas a dit à Netanyahou, reprenez-moi 100 000 réfugiés. C'est-à-dire les 50 000 qui sont des vrais réfugiés, leurs familles, des regroupements familiaux. Alors, 100 000 réfugiés, je pense que l'État d'Israël, si c'était ça le problème, je pense qu'ils accepteraient et qu'ils reprendraient. Voilà un peu la situation. Moi, je suis prêt à répondre à vos questions. Oui. Merci. C'était très concret. Donc, en plus, dans le temps imparti, donc c'était parfait. Si vous avez des questions maintenant. Oui, donc vous proposez de réaffecter les fonds de l'UNRWA à des projets de développement. Mais moi, si je prends les chiffres que vous avez donnés, donc il y a 650 000 réfugiés qui se sont transformés par la démographie en 4 800 000 personnes. Absolument. Ce qui fait que la population en une soixantaine d'années a été multipliée par plus de 7. Oui. Alors je veux pas être eugéniste, mais je trouve quand même ça assez inquiétant qu'une population puisse se multiplier en n'ayant pas le droit de travailler et que ça a été uniquement avec des minima sociaux. Plutôt que de fabriquer artificiellement des personnes qui n'auraient pas dû naître, désolé si ça paraît choquant, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement arrêter cette aide et puis que les... Vous parlez qu'il faut que les populations se prennent en main, mais elles ne peuvent pas se prendre en main tant qu'on leur permet de vivre et de proliférer aux dépens des autres. Parce que c'est quand même de l'argent qui provient de l'Occident, de l'Europe. Et des États-Unis. Et savez-vous ce qu'est la contribution des pays arabes? J'imagine qu'elle est ridicule. Dites-moi ce qu'elle est. Je suis pas 2%. Et alors les chiffres que vous... Pardon? Les Arabes contribuent pour 2% au budget. On croit rêver. Donc à la limite, tout ce que je vous dis est documenté sur les sites de l'UNRWA, de l'ONU ou de l'autorité palestinienne. Mais parce que moi ça me fait toujours... Quand on parle de développement, c'est pas que je sors mon revolver, mais c'est que on voit bien que les familles occidentales font peu d'enfants. Je veux bien qu'il y ait des raisons idéologiques, spirituelles à tout ça, mais il y a aussi des raisons tout simplement fiscales, des raisons urbanistiques. On ne peut pas avoir de logement spacieux dans les villes où il y a du travail, donc on ne fait pas d'enfants, sinon on est au chômage, ou alors on vit comme les ch'tis. Donc on va prendre de l'argent
aux contribuables occidentaux pour continuer à financer la multiplication des Palestiniens x7 en 60 ans. Je trouve ça assez inquiétant. Est-ce qu'il ne faut pas, oui, tout simplement, arrêter l'aide ? Et puis ils vont sans doute souffrir, mais se multiplier aussi rapidement, c'est quelque chose d'assez anormal. Ça voudrait dire, par exemple... Il n'avait que ça à faire. Hein. Voilà. Mais ça veut dire que l'aide permettait quand même de... Et c'est vrai pour tous les pays, d'ailleurs les anciennes colonies, l'Algérie, je ne sais plus combien il y avait de... Je crois que c'était 9 millions de musulmans et 1 million de pieds noirs en 62. C'est ça. Aujourd'hui, ça a été multiplié par 4. On est à 36 à peu près. Ce qui montre que De Gaulle n'avait pas vraiment tort. Ben, en tout cas, ce qui montre que... plutôt que de vouloir développer le tiers-monde, j'avoue, je suis un horrible individualiste, je me fous complètement du sort du tiers-monde. Par contre, je propose quelque chose d'assez magnanime, c'est qu'effectivement, on leur redonne leur dignité, gérez vos propres affaires et cessez d'être des assujettis sociaux de l'Occident. Parce que votre démonstration a bien prouvé que ça entretient le ressentiment de ces populations, cette assistance. D'abord, fondamentalement, on n'est pas en désaccord. Ce que je veux dire, vous dites des choses que je comprends parfaitement. Lorsque vous vous étonnez que 650 000 sont devenus 4,8 millions, c'est une réalité peut-être. Il y a un petit correctif, c'est que d'après des sources variées, notamment de l'UNRWA, il y a beaucoup de tricheries. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui meurent et les morts, on ne déclare pas les morts, ils continuent pour continuer à toucher. Bon, mais c'est peut-être de l'ordre de... C'est pas significatif. C'est pas significatif, c'est peut-être de 10%, c'est de cet ordre-là. Mais de toute façon, moi je pense qu'on ne peut pas arrêter. On a eu tort d'agir comme on a agi, c'est-à-dire qu'on aurait dû aider rapidement, dire aux gens, vous devez vous réinsérer comme tous les réfugiés au monde. Mais aujourd'hui, la dignité du réfugié palestinien passe premièrement par le fait qu'il sorte de l'humiliation d'un statut d'assisté. Ça, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est quelque chose d'épouvantable. Je connais des réfugiés. J'ai rencontré, ils n'ont pas de passeport. C'est quelque chose d'inimaginable. Il faut sortir de ça, et moi je ne suis pas de votre avis, on ne peut pas couper les vivres du jour au lendemain. Je veux dire, quand on a commencé à aider quelqu'un, on ne peut pas du jour au lendemain couper. Je ne suis pas pour ça. Je suis pour le fait que, d'abord qu'on exerce un contrôle sur l'utilisation, et qu'on leur donne une vraie chance de se construire. Mais le contrôle, c'est comme quand on nous parle il y a des scandales liés à l'humanitaire, parce que à l'humanitaire et puis aussi à la rente pétrolière, par exemple au Nigeria, il y a des seigneurs de guerre qui font des fortunes absolument faramineuses sur la rente que verse Total, par exemple, à l'État, et puis qui sont détournés. Mais si on applique la logique humanitaire responsable ou du développement responsable, c'est-à-dire de contrôler l'usage des fonds qui est fait, on revient à une chose qui existait entre 1830 et 1962 en France, qui s'appelle la colonisation. S'il faut des cadres occidentaux pour contrôler l'usage qui est fait de l'argent... Pourquoi ce seraient des cadres occidentaux? Mais parce que si ce n'est pas des cadres occidentaux, on sait très bien que... Ce n'est pas nécessairement des cadres occidentaux. Mais sinon, ça fait ce qui se passe au Nigeria. Écoutez, non, mais vous, il y a une élite palestinienne, il y a une élite palestinienne brillante. Dans de nombreux pays, vous avez des gens qui sont tout à fait capables d'aider leur population à sortir de l'ornière. Et on leur ferait confiance avec des fonds qui auraient été donnés par l'Occident. Ouais, on le fait bien en ce moment. On le fait bien en ce moment. Bah oui, mais justement, il faut en sortir. C'est la conclusion que j'ai tirée de votre intervention. C'est qu'il faut arrêter. Enfin, nous ne sommes pas fondamentalement en désaccord. C'est simplement, je crois que c'est un problème de calendrier. Alors, une question très pratique avant que je laisse la parole à Jean-Romain. Oui. S'il faut sevrer ces populations, parce que, mais c'est la même question, c'est pas dirigé contre les Palestiniens, c'est la même question en Occident, avec les personnes qui vivent des minima sociaux et qui peuvent être françaises depuis des dizaines de générations. Quel serait le plan de sortie, de sevrage? On peut peut-être pas supprimer ça du jour au lendemain, mais le baisser pour que les populations sortent de l'humiliation dont vous parlez et de la suggestion obligatoire pour qu'on voit où vont les fonds.
quel serait le plan de sortie Peut-être que une vous dernière proposeriez? remarque, et puis on passe au dernier sujet. Je ne vais pas ici vous développer un plan détaillé économique sur la manière d'en sortir. Ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir rencontré beaucoup de gens, et notamment Boutros Boutros-Ghali, je me réfère beaucoup à lui parce que je n'oublie pas, et vous non plus, que comme secrétaire général de l'ONU, il n'a pas été particulièrement un défenseur des thèses israéliennes, au contraire. Et maintenant, il dit, voilà, c'est pas ça qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, il faut mettre un terme à l'inflation de réfugiés. Je vais vous dire, quelquefois je me demande quelle logique, est-ce qu'on n'est pas complètement fou? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas complètement fous d'accepter l'idée qu'au bout de 4 générations, on reste dans un camp? C'est quelque chose de... Et la déflation, c'est pour quand? Pardon? La déflation, c'est pour Mais ça pourrait se faire assez rapidement. Ça pourrait se faire assez rapidement, lancer de la construction, leur permettre de travailler. Alors il y a une petite bonne nouvelle. C'est au Liban, en septembre dernier, il y a eu une petite modification de la législation permettant aux Palestiniens d'exercer quelques métiers. Pas tous les métiers, mais quelques métiers. Voilà. Oui. Juste, Dernière question très rapide. ouais, Parce qu'on juste a une- pris par le temps. ok, une remarque, une question. La remarque, c'est que là, vous exprimez effectivement, j'avais caricaturé, hein, on va dire, le point de vue juif sur la question des réfugiés palestiniens, sachant qu'évidemment, il y a d'autres points de vue. Moi, j'ai déjà rencontré des réfugiés palestiniens, enfin des réfugiés, des gens qui effectivement se retrouvent apatrides. Donc apatride, c'est effectivement une situation un petit peu embarrassante. Alors on peut appeler ça un réfugié effectivement parce qu'il y a le statut de l'ONU, mais fondamentalement c'est un statut apatride puisqu'ils ont été déportés ou enfin de façon, si ce n'est de façon organisée, même d'une façon à l'issue du conflit qui a existé. Bon, donc le résultat de ça, c'est effectivement que deviennent ces personnes. Donc le point de vue d'Israël, qui est un point de vue nationaliste, hein, qui est d'assurer sa survie en évacuant les populations qui pourraient former un contrepoids démographique et donc électoral. Et donc, d'ailleurs, soit dit en passant, le problème va plus se poser dans un certain nombre de décennies sur la population qui est officiellement israélienne. Mais bon, toujours est-il que cette population s'est retrouvée mise hors d'Israël juridiquement de façon arbitraire, et de même façon, en symétrique, les pays arabes ont mis cette population, l'ont hébergée, mais l'ont mis hors de leur nationalité de façon arbitraire, en symétrique. Bon. Oui. Donc on se retrouve effectivement à une situation complètement empoisonnée. Un certain nombre de Palestiniens éduqués sont allés dans d'autres pays pour trouver une situation normale. Donc on en trouve un peu partout, dans le Moyen-Orient, en France, comme vous l'avez souligné. Oui. Quelle est la question? Alors, c'est pas nécessairement absurde que, lorsque vous avez mentionné par exemple le nombre de fonctionnaires qu'il y avait à l'ONU pour les réfugiés ordinaires et pour les réfugiés palestiniens, c'est pas la même situation de réfugiés qui ont effectivement un caractère super temporaire et des réfugiés dont finalement l'état civil est assuré par ces fonctionnaires. Je veux dire, en gros, c'est moins de 1% de la population, c'est ce que vous dites. 30 000 pour 6 millions, c'est ça? Donc, J'ai le chiffre exact. 4 millions. J'ai Donc, enfin bon, ça correspond Ah, au moins j'ai- à 1%, ce qui est un taux de fonctionnaire qui n'est pas extraordinaire. Le Mais... chiffre exact de fonctionnaires et le chiffre exact de réfugiés. Voilà. Non, mais vous l'avez fourni tout à l'heure, vous avez dit 30 000 pour 4 millions. 33 millions de réfugiés dans le monde. 33 millions. Pardon, c'est ce que j'ai dit, non? Vous avez dit 33 millions de réfugiés dans le monde. Oui. Ah, tout à l'heure, c'était 300. Oui, mais ça paraissait... Ah non, alors c'était un lapsus. Non, non, c'est pas 300. Non, il y en a, Non, 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 excusez-moi, si j'ai dit 300, c'est un pur lapsus. il y en a 12 C'est millions en 30. Afrique J'ai subsaharienne. dit 300? Oui, mais il y en a Alors- 12 millions en Afrique subsaharienne et puis c'est... Alors, excusez-moi, c'est un pur lapsus, c'est pas 300 millions, il n'y a pas 300 millions de réfugiés, 33. mais il y en a 33 millions. Et ces 33 millions sont gérés par 6280 fonctionnaires, au moment où j'ai consulté le site de l'ONU. Quant aux 4 800 000 Palestiniens, c'était 25 000 fonctionnaires il y a 2 ans, et ils sont aujourd'hui pratiquement 30 000.
comment est-ce que comment dire, j'ai lu qu'il y a 2 500 000 c'est ça, réfugiés dans les camps et 1 500 000 extérieurs, quelque chose de ce genre. Juridiquement, il y a une différence, les uns travaillent, l'autre pas, enfin, comment ça se passe? Bon, alors, on a fait la radiographie pays par pays. La situation est différente d'un pays à l'autre et la condition juridique est différente d'un pays à l'autre. Ce qui est commun à tout le monde, c'est l'impossibilité d'acquérir la nationalité parce qu'ils ont décidé que C'est la guerre, oui. Enfin, Pardon? c'est la guerre ou la guerre tout court, mais bon. Oui, bon, ça c'est une chose. Et l'interdiction d'exercer un grand nombre de professions. Alors, il y a des pays dans lesquels ils sont dans des camps, qui sont d'ailleurs des sortes de territorialité réfugianiste, et qui sont des pépinières de haine entretenue, de violence. C'est le cas au Liban. C'est le cas au Liban, qui était un territoire où le terrorisme s'est largement développé. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez conclure en 30 secondes? Parce qu'on est déjà très en retard, en fait. Si on va laisser la parole à Alexandre Delval. Bon, mais écoutez, je peux m'arrêter. Non, mais je suis désolé, je parais Non, peu mais sévère, non, mais c'est très bien ce que je vais terminer, puisque vous voulez une conclusion, par où j'ai commencé. J'ai humainement, en vertu de mes engagements profonds juifs, de culture et d'humanisme juif, je trouve intolérable la condition qu'on fait aux réfugiés palestiniens. Merci beaucoup.